Midi 44 sur Sud Radio, Philippe Herlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CNAM et vous venez de sortir donc cette étude Cancel Economy. Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique? Alors, Philippe Herlin, moi j'ai lu votre rapport, il est passionnant, c'est une bombe, on peut le dire, aux éditeurs de Sud Radio. On peut juste le lire où? On va sur l'Institut Thomas More Ouais, et on le télécharge. Thomas More, M-O-R-E. Voilà. Et on le télécharge gratuitement. Voilà, c'est thomasmore. On va sur le site. Oui, Thomas voilà. More. Institut Okay. Thomas More, on tape ça sur Google et il est gratuit en téléchargement. Oui, vraiment, je vous le conseille. Je vous conseille de prendre quelques temps et de le lire. C'est pas si long que ça, mais c'est passionnant. Et alors, ce qui est tout à fait passionnant, je rappelle, Philippe Herlin, où vous parlez du paquet climat, le fameux paquet climat présenté le 14 juillet 2021 par la Commission européenne. Et vous dites que c'est une accélération sans précédent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je dis rapidement, il vise à réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici à 2030 par rapport à 90, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Fin des véhicules à moteur thermique en 2035, mais aussi aviation, transport maritime, transport routier, il faut revoir tout cela. Donc, toute l'industrie sera mobilisée à travers le contrôle des émissions de CO2, mécanisme d'ajustement carbone, etc., etc. Sauf que, quelles sont alors justement les conséquences de cette espèce de course formidable, en rappelant que la France est maillot jaune, en tout cas, c'est 0,9% de CO2 par rapport à tout le monde, elle est presque pure, la France, on peut le dire. Oui, ça représente une contrainte énorme parce que diminuer de 55% les émissions de CO2 d'ici 2030, c'est dans 9 ans. Donc ça veut dire que ça va être fait avec les technologies d'aujourd'hui. Parce qu'il y a la fusion thermonucléaire qu'on est en train de développer avec Aradash, mais ça, ce sera beaucoup plus loin. Absolument. Donc, faire ça avec les technologies d'aujourd'hui, ça veut dire se couper un bras, quoi. Voilà, au niveau économique, ça veut dire. En quoi se couper un bras, par exemple, concrètement? Parce que pour arriver à cet objectif, il va falloir mettre une taxe carbone, c'est-à-dire renchérir de façon considérable toutes les énergies qui viennent du carbone, donc l'essence, le carburant ou l'électricité qui n'est pas produite par le nucléaire. Donc en France, on en avance, mais les autres pays sont en retard. Donc augmenter le prix de ces énergies-là et dans le même temps subventionner la voiture électrique, parce que la voiture électrique sans subvention, elle est invendable parce qu'elle est beaucoup trop chère. Donc ça veut dire dépenser de l'argent, donc ça veut dire ponctionner le pouvoir d'achat des gens et en même temps faire exploser les dépenses budgétaires de l'État pour permettre à tout le monde d'acheter une voiture électrique. Donc ça représente une explosion des dépenses et donc c'est une catastrophe pour le pouvoir d'achat et pour exact, l'industrie. Philippe Herlin, ce que vous dites dans votre rapport, je le dis, c'est ça c'est vraiment une bombe. Il dit, on rappelle que la Cour des comptes européenne a mesuré le besoin de financement de la transition écologique en Europe à 11 200 milliards d'euros en 2021 et 2030. 11 trillions 200 milliards d'euros. Ramené à la France, cela correspond chaque année à 6% du PIB français et à 10,6% des dépenses publiques. Alors ça, c'est les calculs, voilà, j'ai repris plusieurs calculs prenant de sources différentes qui convergent à peu près pour estimer ce coût. Donc ça représente 2-3% du PIB tous les ans. Mais vous vous rappelez qu'avant le Covid, on était en croissance 0 ou genre 1%. Donc si c'est 2 ou 3%, ça veut dire qu'on va rentrer en récession. C'est la décroissance. C'est la décroissance forcée. Alors la seule façon d'essayer un peu d'éviter ça, c'est de faire exploser la dépense publique pour essayer de compenser cette baisse. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais faire exploser la dépense publique, ça n'a qu'un temps. On le voit aujourd'hui, la dette explose. C'est la Banque centrale européenne qui rachète les dettes émises par les États, la France, l'Italie, qui font beaucoup de déficit. Mais ça peut durer, ça, non, Philippe Herlin? Non, ça peut pas durer. Enfin, ça fait longtemps qu'on le fait, mais ça peut pas durer parce que la limite de ça, c'est l'inflation. Or, l'inflation, on voit qu'elle commence à arriver dans le monde entier. Aux États-Unis, ils sont à 5% de tendance annuelle. En Allemagne, ils sont à 4%. Nous, on est à 2%, sans doute parce que l'INSEE est très compétente pour un peu étouffer les prix qui montent. Mais voilà. Mais disons que ça va arriver en France et les gens qui remplissent leur caddie toutes les semaines, ils se rendent bien compte qu'on n'est pas à 2% d'inflation. Voilà, on est au-dessus. Ça concerne l'énergie et ça va bientôt toucher l'alimentation. Parce que les producteurs les agroalimentaires ont des coûts importants, alors par rapport au Covid, aussi par rapport à la lutte contre les émissions de CO2, et puis il y a des problèmes de pénurie, voilà, donc tout ça, et puis la hausse des matières premières aussi qui est importante, qui est généralisée dans le monde entier, donc quand le prix du blé augmente, au bout d'un moment le prix des pâtes augmente aussi, donc voilà, tout ça, ça fait que après l'énergie, l'alimentation va augmenter, et donc ça va vraiment ponctionner le pouvoir d'achat des ménages.
Voilà. Quoi, ça à votre avis, à terme, c'est ça. Enfin, à terme, on va vers. Et alors, justement, je voudrais. Vous parlez de l'hypocrisie du CO2 importé et vous parlez de la taxe, la difficulté de la taxe carbone aux frontières. Oui, parce que c'est ça. Quoi quand on parle de transition énergétique, les gens nous disent ça peut marcher. D'ailleurs, on a déjà obtenu un résultat, mais c'est en grande partie faux parce que plus de la moitié. Effectivement, les émissions de CO2 de l'Europe ont diminué. Ouais. Mais plus de la moitié de cette diminution, en fait, c'est parce qu'on a délocalisé nos usines. Hein. C'est parce qu'elles ont fermé en Europe et qu'elles ont rouvert en Chine. Donc évidemment, les émissions de CO2 en France et en Europe, elles diminuent, mais elles sont dans les produits qu'on importe. Et quand on calcule le CO2 dans les produits qu'on importe, on se rend compte que la diminution, en fait, elle est très faible. Donc ça, c'est... Voilà. Et l'autre argument qui est utilisé et qui est fondamental pour faire la transition énergétique, c'est que, comme en Europe, on en avance sur les autres pays, en termes de quotas, en termes d'obligations réglementaires, si on ne fait rien, les entreprises européennes vont perdre leur compétitivité et ça va favoriser les importations et ça va accélérer la désindustrialisation. Donc, les promoteurs de la transition énergétique nous disent « mais il n'y a pas de problème, on fera une taxe CO2 à l'entrée des frontières ». Le problème, et c'est ce que je montre dans l'étude, c'est qu'en réalité, c'est extrêmement compliqué de faire une taxe CO2, même si on prend que les matières premières, des produits déjà assez simples. Comment savoir si l'électricité qu'on importe, elle vient des éoliennes, elle vient du nucléaire, elle vient de centrales au gaz et en quelle proportion, ou si l'acier qu'on importe de Chine, est-ce qu'il est... Parce que les Chinois nous diront « Ah mais cet acier-là, vous inquiétez pas, c'est de la récupération, et puis l'électricité qui a fait fonctionner les fours, ça vient des éoliennes, donc il y a zéro. » Et comment est-ce qu'on les croit sur parole, est-ce qu'on va vérifier sur place? Donc c'est extrêmement compliqué. Et quand on prend des produits finis comme une automobile, là, il y a des centaines. Oui, j'allais vous dire les produits finis. Les produits finis, il y a des centaines de sous-traitants. Donc, reconstituer les dépenses de CO2 avec tous les sous-traitants, ça devient impossible. Et en plus, les constructeurs ne voudront pas le dire parce que ça révélerait tout leur processus industriel. Voilà. Oui. Donc, cette histoire de taxe aux frontières, de taxe CO2, de taxe carbone aux frontières, c'est un mythe. Ça ne peut pas être mis en place parce qu'il faudra des normes internationales, personne ne pourra se mettre d'accord. Ça peut pas être mis en place. Donc c'est un mensonge qu'utilisent ceux qui défendent la transition énergétique. Et puis l'hypocrisie, c'est de dire que les voitures électriques ne sont pas polluantes. On sait très bien les batteries des voitures électriques. On ne peut pas dire qu'elles ne soient pas polluantes. Mais l'autre hypocrisie, justement, Philippe Herrlin, c'est que vous parlez de la Chine et des États-Unis et tout ça, qui sont les pays les plus pollueurs en CO2, en tout cas, qui en produisent par rapport à la France, c'est rien, c'est epsilon. Et bien ceux-là, vous avez vu toutes les COP, qu'elles soient 21, 22, 23, 24, ou peu importe, il n'y a pas de sanction. Non, alors c'est même pire que ça, c'est qu'on leur a permis de pouvoir continuer à augmenter leurs émissions de CO2. Il faut savoir que la COP de Paris, donc en 2015, la Chine, qui représente aujourd'hui 28% des émissions de CO2, l'Europe, c'est un peu moins de 10%, et la France, c'est un peu moins de 1%. Absolument. Voilà. Mais la Chine a obtenu de pouvoir continuer à augmenter ses émissions de CO2 jusqu'en 2030, avec ensuite vaguement l'engagement de commencer à les stabiliser puis à les diminuer. Magnifique. Ça veut dire que tous les efforts que nous, en France et en Europe, nous pourrions faire sur ce terrain-là, elles seront de toute façon complètement annulé par l'explosion des émissions de CO2 de la Chine et de l'Inde aussi. Rappelons qu'on ne vit pas sur notre planète. Non, mais rappelons qu'on ne vit pas sur notre planète. On vit sur un monde fini. Donc, hypocrisie totale. Hypocrisie totale, et surtout de la Chine qui continue à leur rien que je sors, j'avais vu ça, en Asie, dans les années qui viennent, ils vont construire 600 centrales à charbon. 600. En Asie. Alors Chine, plus Asie du Sud-Est, etc. 600 centrales. Voilà, c'est-à-dire, ils font le gros de la production aujourd'hui, et puis ensuite, à partir de 2030, ils commenceront éventuellement à diminuer, mais ils profitent de l'opportunité, en fait, pour exploiter au maximum le charbon qu'ils ont. Et en même temps, ils ont un discours. La Chine a un discours écolo, parce qu'évidemment, ils nous vendent des éoliennes et ils nous vendent les métaux rares qui permettent de faire les batteries. Donc, ils gagnent sur les deux tableaux. Eux, ils continuent de profiter d'une énergie pas trop chère. Nous, on pollue, avec mais le on charbon. vend les trucs. Oui, c'est ça. Et ensuite, aux Européens, aux Américains, ils vendent des éoliennes. Donc, ils tiennent un discours écolo, en apparence. Mais on ne va pas s'apesantir dessus. Je rappelle que les éoliennes sont des intermittents du spectacle climatique. Puisque elles ne sont pas... On sait très bien qu'il n'y a pas de vent. Donc, ça oblige à construire les centrales au gaz qui émettent du CO2. Voilà. Et puis n'oublions pas les Cancer City, le cobalt en Chine, où des enfants de 10 ans ramassent le cobalt, et le cobalt, c'est pas l'air liquide, enfin, c'est autre chose.
Alors, oui, c'est étonnant que, voilà, et on a parlé de l'impact sur le PIB, et vous en parlez très bien, mais en fait, vous dites, alors ça c'est très intéressant, on en a parlé, on a commencé à parler, vous dites, vous parlez des ménages, les premiers touchés, on en a parlé, par rapport à ce qui peut se passer, le secteur automobile, alors vous dites qu'il est sacrifié sur l'autel de la voiture électrique, c'est ça, hein? Absolument, parce que le secteur automobile aujourd'hui, enfin les marques les plus connues dans le monde, les plus prestigieuses dans le monde, c'est les marques européennes. Il y a quelques modèles américains, oui, effectivement, ou japonais un peu. Mais je veux dire, ce qui fait rêver les gens dans le monde, c'est les grandes marques européennes. Et l'Europe a une avance incontestable en termes d'image et en termes technologiques sur le moteur thermique. Voilà, on est incontestablement en avance. Le problème, c'est qu'en arrêtant le moteur thermique et en basculant sur l'électrique, on va perdre complètement cet avantage. Et on va faire rentrer dans le jeu les Chinois qui, eux, ont les métaux rares à domicile. Donc c'est plus facile pour eux de et les même avoir. en Afrique, c'est eux qui les prennent. Alors voilà, ceux qu'ils n'ont pas, ils vont les chercher en Afrique sans se soucier des problèmes de pollution. Et voilà. Et ils développent depuis longtemps cette technologie, donc ils sont au même niveau que nous, peut-être même meilleurs. Et donc, à ce moment-là, ils vont pouvoir entrer sur le marché européen. Alors qu'aujourd'hui, avec le moteur thermique, ils n'arrivent pas au niveau européen. Donc, il n'y a pas de voiture chinoise qui rentre sur le marché européen. Mais à partir du moment où on sera en électrique, ils vont pouvoir rentrer. Et comme ils ont des coûts inférieurs et qui jouent à domicile, je dirais, parce qu'ils ont les terres rares chez eux, ils vont pouvoir être plus compétitifs. Et donc, ça va être catastrophique pour l'industrie européenne. Oui, c'est vraiment tout ça, ce sont des nouvelles, vous savez, on vous donne pas de nouvelles optimistes, mais il faut être d'abord lucide, parce que la lucidité, comme disait René Char, c'est la blessure la plus proche du soleil. On se retrouve juste après les informations avec Philippe Herlin et son rapport absolument explosif. Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique ? Un texte bombe, je dis bien un texte vraiment à lire, passionnant, de l'économiste Philippe Herlin pour l'Institut Thomas More. Thomas comme Thomas et More, M-O-R-E, vous le retrouvez sur le site de l'Institut. Et justement, on a commencé à en parler avec Philippe Herlin, on voit les bombes à retardement qui s'accumulent. Et on a parlé, vous avez vu, juste avant dans l'émission, Philippe Herlin, de la maison individuelle et que la ministre Emmanuelle Wargon a dit que c'était peut-être un modèle un peu dépassé, puis devant la réaction, elle a un peu reculé. Mais alors, la maison individuelle, ça a encore sa place, là, ou pas du tout, avec des passoires thermiques et autre chose. Enfin, l'idée, d'ailleurs, de maison individuelle doit être quoi ? Dépassée, éradiquée, je dirais ? Oui, c'est parce que ce qu'il faut comprendre, et ce que je montre dans l'étude, c'est que ce sont les ménages qui sont en première ligne de la réduction des émissions de CO2. Parce que quand on regarde l'ensemble de l'économie et l'ensemble des secteurs qui émettent des CO2, on se rend compte que la plupart, on peut pas. Par exemple, l'aluminium, il faut beaucoup d'électricité pour faire de l'aluminium. On n'a pas encore trouvé de procédé qui permet de faire de l'aluminium avec nettement moins d'électricité. Voilà. Donc c'est comme ça. Il y a pas. La plupart des produits chimiques, ils sont produits avec des processus connus. Il n'y a pas de moyen de. Donc les seuls où on peut vraiment agir, c'est les ménages à travers leur habitation et leur déplacement. Leur véhicule. C'est pour ça qu'ils se prennent tout dans la tronche. Ouais, avec cette transition. En quoi, à travers leur habitation, soyons précis et concrets, je veux dire, et en quoi, alors leur véhicule, on l'a dit, mais leur habitation. Alors l'habitation, c'est le concept de passoire thermique qui a été sorti par la ministre de l'écologie Barbara Pompili, où tout d'un coup... C'est quoi les passoires thermiques ? Alors tout d'un coup, on se rendait compte que beaucoup de logements étaient des passoires thermiques. Bon, alors c'est vrai qu'il en existe, mais quand on regarde déjà, avant même que cette loi, qu'on discute de cette loi, quand on regarde sur les dernières décennies, on voit que la consommation d'énergie de l'habitation est en diminution tendancielle, parce qu'il y a des progrès qui sont faits, parce que le parc est renouvelé, et que quand on construit, il y a de l'isolation. Donc il y a déjà un mouvement naturel de diminution de la consommation, voilà, qui est logique et qui est normal. Mais là, tout d'un coup, il faut réaccélérer, quoi. Et le problème, c'est que... Réaccélérer comment ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, la loi qu'a fait passer Barbara Pompili, c'est qu'un certain nombre de logements qui dans les normes consomment beaucoup, ne pourront plus être loués. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire d'un logement, vous ne pourrez plus le louer. Interdiction de location. Interdiction de location. Si vous n'avez pas les normes. Voilà. Et ça va commencer dès 2023. Puis au fur et à mesure des années, on va remonter dans l'échelle de l'isolation. Et donc, ça veut dire que beaucoup de logements pourront plus être mis en location, sauf à faire des travaux. Le problème, c'est que ça coûte cher et tous les propriétaires ne le feront pas.
Et donc, déjà, l'UNPE, que l'organisme qui s'occupe, qui représente les propriétaires, a fait un sondage auprès de ses adhérents. Et il y en a beaucoup, ils ne veulent pas faire les travaux, ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, soit ils laisseront l'appartement vide, soit ils le vendront. Ce qui fait que ça va diminuer l'offre de logements en location. Et donc, ça va faire augmenter les prix. Donc, on va obtenir encore un renchérissement du logement en France, comme s'il n'y en avait pas déjà assez, comme si le logement n'était pas assez cher en France. Ça va faire augmenter le prix du logement. Donc cette histoire de pas sortir où tout d'un coup il faudrait se réveiller et comme si c'était un danger, enfin c'est complètement stupide parce qu'on va bouleverser le marché du logement alors qu'il n'y avait pas besoin puisque la consommation tendanciellement diminuait, quoi. Alors cette espèce de rush est extraordinaire, hein. On se rappelle quand même qu'en novembre 2018 un certain nombre de gilets jaunes avaient envahi les ronds-points, et quand je dis un certain nombre, un nombre certain, pour une augmentation du fioul, hein. On se rappelle, c'était fin 2018 avec les conséquences que l'on sait. Bon, c'était fini, et puis là, pas seulement le fioul, l'essence, enfin l'électricité, le gaz, tout est en train d'augmenter. C'est lié à quoi, ça ? Fondamentalement, alors c'est lié à la transition énergétique. Oui. Parce que la transition énergétique, l'objectif c'est quoi ? C'est de renchérir les énergies fossiles pour forcer les gens à abandonner ces énergies pour basculer vers l'électrique, vers la voiture électrique. Donc c'est un objectif qui est tout à fait assumé, il faut le comprendre. Hein. Et déjà, Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, a augmenté le prix de l'essence, ça a donné les gilets jaunes. Là, ça recommence. Il faut savoir que pour l'essence, il y a une augmentation tendancielle des prix avec la taxe carbone. Et puis pour l'électricité, avec les énergies renouvelables, elles sont plus coûteuses, notamment parce qu'elles sont intermittentes. Hein. Les éoliennes, on sait que ça change à peu près 25% du temps. Même le solaire aussi. Voilà. Aussi, oui. Bon. Donc c'est plus coûteux. Donc c'est compensé, c'est-à-dire quand vous prenez votre facture d'électricité, il y a une ligne qui s'appelle la CSPE, eh bien c'est l'argent que vous payez pour compenser la différence de prix entre l'énergie renouvelable qui est chère, plus chère que celle du nucléaire. Voilà. Donc plus il va y avoir de renouvelables, plus cette taxe va augmenter et plus l'électricité va augmenter. Donc ça c'est une tendance lourde qui est inscrite dans la loi. Mais Philippe Herrlin, ils ne sont pas tous quand même complètement... Enfin, je ne veux pas être méchant, hein, je ne veux pas utiliser qualificatif. Mais en même temps, on veut réduire de 50% les centrales nucléaires, qui faisaient qui étaient 75%, enfin, qu'ils ont 75% de la fourniture d'électricité en France. Et ben, les mêmes, Barbara Pompili et autres, veulent les réduire. Mais ça, c'est des motifs idéologiques. Les écologistes sont contre les centrales nucléaires, alors que les centrales nucléaires ne produisent pas de CO2. Donc, ils devraient, au contraire, être contents des nucléaires. Alors, il y a eu cette volonté de diminuer le nucléaire. Là, depuis quelque temps, Emmanuel Macron n'en parle plus trop, parce qu'il se rend compte qu'il y a une forte opposition à réduire cet avantage que possède la France, qui est le nucléaire, et à construire des éoliennes partout, parce que les gens n'en veulent pas, en fait. C'est ça, concrètement. C'est clair. Donc, mais ceci dit, on est sur une tendance de diminution du nucléaire et d'augmentation des renouvelables, donc une augmentation tendancielle de la facture d'électricité. Alors parlons, parce que dans votre rapport, vraiment, vous abordez énormément de choses, et c'est d'autant plus intéressant. Les banques. Quel rôle jouent les banques dans cette transition, en tout cas dans cette volonté de transition ? Alors pour forcer les banques à accompagner ce mouvement, on les oblige déjà, à chaque fois qu'elles prêtent de l'argent à des entreprises, à calculer les émissions de CO2 produites. Donc ça fait de la paperasserie énorme déjà. Vous voulez dire je prête ou je prête, enfin une construction d'usine pour qu'une usine construise une nouvelle ligne de production. Si vous êtes de bons élèves en diminution de CO2. Voilà, il faut calculer, déjà rien que ça. Et en plus, au niveau du G7, on a obtenu que les banques du G7 ne financeraient plus des centrales à charbon dans le monde. Ça, c'est pas mal. Alors non, parce que le problème du charbon, alors le charbon pollue, le charbon émet du CO2 et le charbon est quand même pollué. Mais ceci dit, quand on regarde le bilan énergétique mondial, le charbon, c'est la deuxième source d'énergie après le pétrole. Et il y a beaucoup de pays émergents qui n'ont pas forcément les moyens de construire des centrales nucléaires ou qui commencent à le faire, et qui ont des ressources en charbon qui ne sont pas très coûteuses. Voilà. Et il faut comprendre que ça fait partie du développement. Donc interdire les banques européennes de financer les centrales à charbon, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que les pays vont arrêter d'en construire, non, ça veut dire qu'ils vont être financés par la Chine, qui ne fait pas partie du G7. Voilà. Donc en fait, on va donner les clés de tout un secteur de l'économie à la Chine,
et qui va construire nos banques, elles vont disparaître. Et nos banques, elles vont perdre des parts de marché. Donc voilà, ça change rien au final. Et ça on voit très bien. Et vous avez dit, par rapport à la Chine, on va leur laisser encore. L'Asie construit 600 centrales à charbon. Et oui, c'est intéressant. Et alors, justement, on en arrive, et après, on va en parler avec les auditeurs, et vous concluez, sur ce discours catastrophiste. En fait, on a l'impression, c'est un rapport un peu, vous vous rappelez, le rapport du Club de Rome, etc. Et c'était en 1950, l'an 2000, c'était déjà, quand on relit ça, on voit, c'était déjà l'apocalypse, c'était Apocalypse Now. Bon, on est en 2020, je dis pas que... Attention, on est pour l'écologie, on est pour la diminution de la pollution, évidemment. Ce serait imbécile d'être autre chose. Mais à quel prix et comment ? Et donc là, vous dites que ce discours catastrophique est prégnant en ce moment. De Greta Thunberg à... En fait, il existe depuis le début de l'écologie. En fait, il y a le rapport de Rome, il y a la bombe P, la bombe population, qui a un livre de fin des années 60 qui a beaucoup d'influence, qui expliquait que avec l'augmentation de la population, on allait tous, il y allait avoir des famines énormes. Bon, en fait, on voit que c'est pas le problème. Les famines, elles sont causées par les guerres, pas du tout par les problèmes de manque de production. Et puis les villes inondées, etc., etc. Enfin, les continents inondés. Des continents inondés, tout ça. Enfin, toutes ces prévisions catastrophistes ne se sont pas révélé vrai, voilà. Mais c'est un discours catastrophiste qui est régulièrement repris par le GIEC ou les tenants de la transition énergétique pour justifier cette augmentation, cette transition. Par exemple, Ursula von der Leyen, quand elle a annoncé justement ce plan de réduction de l'Union européenne, quand elle a annoncé ça le 14 juillet, quelques temps après, il y a eu des inondations en Allemagne et en Belgique, elle a dit c'est la preuve du réchauffement climatique. C'est faux. Quand on regarde ce genre d'événements sur la longue durée, on se rend compte qu'il n'y a pas d'augmentation spécialement, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, quoi. Mais il y a un discours catastrophiste pour créer un choc, pour créer de l'effroi et pour empêcher de réfléchir et pour aller dans une direction unique qui est la transition, qui est arrêter toutes les sources fossiles et basculer immédiatement, le plus vite possible, dans l'électrique. Voilà, alors on sait que l'électrique c'est très intéressant parce que ce que vous dites, ça s'applique un peu partout en ce moment, que ce soit là en politique, en sanitaire ou en social ou autre. On veut empêcher la discussion, empêcher les gens de réfléchir. Parce que qu'est-ce que c'est le débat ? Qu'est-ce qu'on essaye de faire ici, mais comme ailleurs, heureusement, et un peu partout, enfin j'espère, c'est de réfléchir, d'opposer un peu les arguments. Et là, ce que vous dites, c'est vrai, on le voit, il y a un discours, vous dites la transition énergétique comme impératif catégorique. Ça veut dire, on ne sort de pas si vous n'êtes pas pour la transition énergétique, vous êtes un mauvais citoyen, vous êtes un saboteur et sinon un complotiste dégénéré, quoi. Enfin, c'est ça. Oui, on nous vend. Je dirais, on nous vend la voiture électrique comme on nous vend le vaccin, c'est-à-dire il n'y a pas à choisir, c'est la meilleure solution pour vous et taisez-vous. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un complotiste d'extrême droite. Voilà. Et comme ça, on tue le débat dès le départ. Or, je monte dans l'étude. Moi, dans l'étude, je ne positionne pas sur est-ce que le réchauffement climatique provoqué par l'homme existe ou pas, parce que ce n'est pas l'objet de l'étude, mais je montre qu'il y a un vrai débat scientifique, contrairement à ce qu'on nous dit. En France, ça devient quasiment du terrorisme de douter de ça, mais quand on regarde au niveau mondial, au niveau de la recherche, au niveau de groupes ou de pétitions qui sont signées par des centaines ou des milliers de scientifiques, il y a une discussion sur le sujet, sur l'urgence, sur le fait que les émissions de carbone de l'homme augmentent ou pas la température. Il y a un débat. Donc, il y a un vrai débat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de preuve scientifique du réchauffement. Quand on prend l'équation E égale MC2, il n'y a pas de consensus scientifique par rapport à cette équation. Cette équation, elle est vraie. Donc il n'y a pas à discuter. Elle est vérifiée tous les jours expérimentalement dans les centrales nucléaires, par exemple. Mais il n'y a pas d'équation comparable pour le changement climatique avec d'un côté les émissions de CO2 de l'homme et de l'autre côté du signe égal, l'augmentation de température. La seule chose qui existe, ce sont des modèles. Mais les modèles dont on voit que c'est pas très efficace, on l'a vu avec la crise qu'on a vécue, on voit les modèles Pasteur, on voit que c'est pas très efficace. Un modèle, ça se base sur les données du passé. On voit la modélisation, on met des hypothèses et puis on essaie de prévoir l'avenir et ça marche. En général, ça marche pas. Non, mais Philippe Herlin, on a vu les modélisations avec janvier 2020, des gens qui arrivaient qui disaient qu'il y aura 500 000 morts en France, et rien qu'en France, etc., etc. Et il faut rappeler aussi, on a reçu François Gervais aussi, qui donnait les écarts de température par rapport à un siècle, qui était de 0,01 degré, enfin, etc. J'ai pas les chiffres en tête, mais voilà. Donc il faut quand même arrêter à un moment donné, et encore une fois, laisser discuter. Et c'est ce que il faut laisser faire la science. Un modèle, c'est pas une preuve.
Un modèle donne des tendances qui peuvent souvent être invalidées. Moi, j'ai fait études d'économie, on utilise beaucoup de modèles et ça foire très souvent, donc je suis bien placé pour le savoir. Un modèle, c'est pas une preuve scientifique. Voilà. Or, aujourd'hui, il n'existe que ça. Il faut bien le comprendre. Donc, changer de fond en comble notre économie sur des bases aussi peu établies, c'est quand même extrêmement dangereux. Vu les conséquences que ça a. C'est vrai, et surtout qu'un humoriste comme Alphonse Allais disait « Les poubelles sont remplies de tendances prolongées ». Ouais. Ne l'oubliez pas. Philippe Herlin, vous restez avec nous jusqu'à 14h et vous voulez discuter avec notre invité 0826 300 300. Il y a Sébastien et Olivier qui nous attendent au standard. À tout de suite. 13h19 sur Sud Radio. Philippe Herlin, économiste au CNAM, auteur de cette étude Cancel Économie. Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique, est notre invité. Et on file au standard. Et Sébastien de Besançon nous appelle. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Sébastien. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais intervenir. Alors je ne sais pas si je suis en direct parce que j'ai un décalage avec la radio. Vous êtes en direct. Okay. Vous êtes en direct. Tous. Pas de problème. Oui, je voulais intervenir parce que bon, j'ai passé 12 ans de ma vie à travailler sur le sujet climat-énergie pour le compte d'ONG et d'entreprises. Oui. J'ai participé à la COP 11 à Montréal en 2005. Et en fait, je pense que par rapport à je voulais rebondir sur ce que disait Philippe Herlin, sur cet aspect climat, énergie. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, tout est une question d'argent et de brevets. Je vais m'expliquer. Les négociations avec la Chine et l'Inde, depuis des années, elles ne fonctionnent pas, elles ne sont pas conclues au terme du protocole de Kyoto, des mécanismes de développement propre et tout ça, ne sont pas conclues pour des raisons tout simplement de cession de brevets, enfin tout simplement, je veux dire, je simplifie, pour des raisons de cession de brevets entre les pays occidentaux, États-Unis principalement et Europe, qui détiennent la plupart de tous les brevets mondiaux de production d'énergie, de gestion des réseaux, d'exploitation de réseaux d'énergie électrique et ainsi de suite. La Chine et l'Inde demandent depuis des années à ce que le transfert de technologie soit fait dans les 25 ans. C'est-à-dire arrêter de payer des droits d'utilisation de ces technologies au bout de 25 ans pour pouvoir, eux, devenir maîtres finalement de leur propre technologie. Les pays occidentaux, mais ça s'est vu dans toutes les COP, non pas ce qu'on entend des COP au niveau public, mais ce qui se passe derrière, c'est-à-dire dans les coulisses, les pays occidentaux refusent de se faire les cessions technologiques avant 100 ans d'exploitation. C'est un des gros problèmes qui fait que tout bloque au niveau des négociations avec la Chine et ainsi de suite. L'autre gros problème, c'est que la Chine n'a pas de problème de CO2. Le CO2, c'est un faux problème. C'est l'épouvantail qu'on dresse pour véritablement faire peur. C'est un peu c'est la même chose que le Covid finalement. Le gros problème de la Chine, c'est les nitrates d'azote, c'est tout ça. C'est ça qui pollue. C'est ce qui pollue et c'est ce qui tue des gens. D'accord. Accessoirement, il y a des millions de personnes qui meurent prématurément de problèmes respiratoires dans le monde entier à cause de ces émissions de gaz qui sont des gaz produits par l'homme, effectivement. Le CO2, dans tout ça, c'est ridicule. Et pour rebondir sur l'aspect purement nucléaire dont parlait pareil Philippe Herlin, la France, c'est 3000 tonnes d'uranium par an pour faire tourner les centrales. Qu'on achète à nos anciennes colonies la moitié du prix normal. Parce qu'on a développé une diplomatie qu'on connaît, la France-Afrique, on sait comment ça marche. Donc le nucléaire, c'est peut-être une solution, effectivement, ça ne pollue pas trop. Il y a un risque qui est relativement limité parce qu'on maîtrise bien le risque nucléaire. Par contre, dans 15-20 ans, l'uranium, c'est pas dit qu'il y en a encore suffisamment pour alimenter nos besoins, sachant que la Chine est en train de construire plus de 50 centrales nucléaires. Que eux aussi vont avoir besoin de combustible, et que si tout le monde s'y met, ça va pas durer très longtemps. Alors, on a un véritable problème. On est nombreux sur la planète Terre, on a besoin d'énergie. L'équation ne fonctionnera jamais autour d'un seul type d'énergie. Ça va être un mix énergétique qu'il va falloir développer. Ça va être des mini-éoliennes chez les uns chez les autres, un peu de solaire, de la mini hydroélectrique, de l'hydraulique, du nucléaire, en fait, il va falloir développer un vrai mix énergétique pour s'en sortir. C'est pas uniquement en misant sur le nucléaire qu'on va y arriver. Donc voilà un peu les réflexions que je voulais apporter. D'accord, Sébastien, c'est intéressant. Ce qu'en pense Philippe Herlin. Eh ben, il va vous le dire. Alors,
Merci pour votre question. Déjà, cette histoire de brevet, moi, j'en avais jamais entendu parler. Ça me paraît pas un vrai argument, parce que déjà, un brevet qui dure 100 ans, ça n'existe pas, donc je vois pas comment ça peut jouer. Et puis, la technologie de production et de distribution d'électricité, elle est maîtrisée par tout le monde. Donc, pour moi, c'est pas un critère de distinction entre la Chine et les autres pays. Je crois que c'est vraiment une question de lutte contre le réchauffement qu'il faut interroger. Voilà. Et c'est ça le vrai problème. Et puis toutes les conséquences de la transition énergétique, comme je le dis, qui sont catastrophiques. Bon. Donc voilà, donc je vois pas trop cet aspect-là. Sébastien, vous dites. Et puis pour le nucléaire. Oui. Non, mais vous dites que les brevets durent 100 ans. C'est surtout un aspect diplomatique, c'est-à-dire que ça a été le point d'achoppement. C'est là que le bas blesse depuis 30 ans. Non, c'est pas ça. C'est pas là où ça blesse. C'est que la Chine, elle veut continuer à construire des centrales à charbon parce qu'elle n'a strictement rien à faire des théories réchauffistes que défendent l'Europe. Et dans le même temps, elle veut nous vendre des éoliennes. Donc, en apparence, elle tient un discours favorable à la transition. Enfin, évidemment, parce que pour elle, c'est un débouché commercial. Mais pour moi, c'est ça le vrai aspect. Voilà. Et en ce qui concerne le nucléaire, alors c'est vrai que nos centrales consomment quand même de l'uranium. La Chine en construit, donc voilà, la demande va peut-être se tendre. Mais il faut savoir qu'il y a deux technologies. Il y a des technologies qui permettent d'utiliser les déchets de centrales nucléaires. Alors en France, on avait un laboratoire, une centrale comme ça qu'on a arrêté. Je crois que c'est Astrid, voilà. Et puis il y a d'autres technologies qui existent, comme le thorium, qui permettent aussi de produire de l'électricité et qui génèrent nettement moins de déchets. Et la Chine s'y intéresse. Donc la France ferait bien aussi de s'y intéresser. Donc il y a d'autres technologies qui existent. Et puis à plus long terme, il y aura la fusion thermonucléaire. Il y a un centre qui est construit à Caradage qui, lui, ne produit aucun déchet. Ça, c'est énorme, mais c'est pas pour tout de suite. Mais ça, c'est pour 2050 ou plus tôt, quoi. Voilà. Plus tôt, bien sûr. Merci, Sébastien. Moi, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je suis d'accord sur l'aspect. Bon, sur le mix énergétique, je pense qu'effectivement, je ne sais pas ce qu'il pense du mix énergétique, Monsieur Herlin, mais je pense que si on ne va pas vers quelque chose de beaucoup plus, une grande mixité énergétique, on s'en sortira pas, quoi. En tout cas, qui vivra verra. Et effectivement, vous savez, personne n'a la solution idéale, mais c'est vrai qu'il faut poser le problème. Et je crois que ce que dit Philippe Herlin par rapport au rapport de force, je crois que malheureusement, le rapport de force joue beaucoup plus qu'autre chose de ce point de vue-là. Merci Sébastien d'avoir été en direct sur Sud Radio, et on file en pub et on se retrouve après avec Olivier et Christophe qui veulent continuer de parler avec notre invité Philippe Herlin. À tout de suite. Sud Radio 13h29, Philippe Herlin, auteur de cette étude Cancel Economy. Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique, est toujours notre invité jusqu'à 14h, et on file au standard avec Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. André, bonjour Monsieur Herblin. Bonjour. On vous écoute, Olivier. Alors moi je suis 100% d'accord avec votre invité, et sur le thorium, il s'avère que actuellement la Chine est en train d'expérimenter près du désert de Gobi une expérimentation au thorium de centrale, et c'est une petite centrale, mais ils ont l'objectif en 2030 d'en construire une plus grande pour alimenter des centaines de milliers de foyers. Secondo, je dirais aussi le CO2 est bon pour les plantes. Si on n'a pas de CO2, pas de plantes. Donc c'est une idiotie de dire que ça pollue. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Voilà. Absolument. En troisième, il faut quand même prendre une chose. Un élève modèle, l'Islande, n'utilise pas de nucléaire, n'utilise pas de pétrole. Ils utilisent la force des volcans. Nous, en France, on peut le faire. On a le plateau d'Auvergne, c'est-à-dire les monts d'Auvergne sont des volcans qui sont en sommeil. Il s'avère que sous Clermont-Ferrand et sous les monts d'Auvergne, on a un immense réservoir de magma qui est encore en fusion. On est tellement stupide qu'on n'est pas capable de faire des forages et d'exploiter la puissance, de la chaleur géothermique de ces volcans qui sont sur le sol français pour faire des centrales électriques à base géothermique. Et ça pourrait faire un mix avec le nucléaire, secondo. Et clairement, ça pourrait éviter, certaines aberrations sur l'éolien. Il faut savoir que les éoliennes ne peuvent pas circuler à une certaine vitesse, sinon elles explosent. Ah oui, en plus. Regardez sur des vidéos des éoliennes qui explosent. Je n'aimerais pas être dans les parages. Ma tête y passerait. C'est-à-dire les rotors, les pales sont extrêmement dangereuses. Et quand ça explose, mieux vaut pas être à 10 mètres de l'éolienne.
Donc voilà, moi je trouve ça aberrant. Sur les batteries, vous le disiez, c'est polluant. L'extraction des batteries, plutôt du lithium, c'est une saloperie en Amérique du Sud. Moi j'ai ma femme qui est chilienne. Dans son pays, on veut éviter certains endroits parce que ce sont les salars qui permettent aux flamants roses de se nourrir. Si on exploite le lithium donc en dessous, on détruit la nature. Et ce qu'a fait la Chine dernièrement en Afghanistan, c'est pas innocent, puisqu'ils ont conclu un accord avec les talibans pour avoir accès aux immenses réserves de lithium. C'est encore plus proche que l'Amérique du Sud. Absolument. Et donc c'est pour nous refourguer encore plus de batteries électriques. C'est vrai. Non, mais ça, c'est un cercle vicieux, comme disait l'autre, et qui se perpétue. Philippe Herlin, par rapport à... Non, ce que dit Olivier, c'est intéressant, même si quand on se parle sur les volcans d'Auvergne et le gisement. Non, mais ce qui est sûr, c'est que les énergies fossiles, elles sont en quantité limitée par définition. Donc, il va falloir faire une transition énergétique un jour ou l'autre. Ce que j'ai condamné dans l'étude, c'est que on veut la faire trop rapidement sous des prétextes qui ne sont pas scientifiquement établis. Et puis, ce qu'on propose, comme les éoliennes, c'est pas ça la solution. Les éoliennes et les solaires, c'est pas la solution. Et la géothermie, alors soit sur un plateau là, en Auvergne, soit la géothermie à l'échelle de la France, près des centres urbains, c'est aussi une solution et qui est pas assez exploitée. Mais c'est sûr que il faut développer un mix énergétique, ça c'est vrai, quoi. Il faut diversifier les sources d'énergie. C'est normal. Voilà. Merci Olivier. Merci Olivier du Val-de-Marne de nous avoir appelé au 0826 300 300. Christophe d'Aix-en-Provence nous appelle. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Bonjour à l'invité, aux auditeurs. Je salue Olivier parce que j'ai appris quelque chose avec les volcans d'Auvergne. Oui, nous aussi. Mais voilà. Avant de poser ma petite réflexion, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à messieurs François Ruffin et Guy Roux qui sont nés le 18 octobre. Très bien. Eh bien, voilà. Écoutez, c'est fait. Je l'ai dit. Bon. Monsieur Herlin, je n'écorche pas votre nom, monsieur. Non, ça va. Voilà. Vous êtes tout à fait rationnel, mais vous n'avez pas de peau. Parce que vous heurtez à un magma de religions qui sont en train de se créer, les nouvelles religions du 3e millénaire, qui sont les religions de l'écologie. Et vous pourrez avoir tous les discours rationnels, ça ne prendra pas parce que l'air est au wokisme, l'air est au changement de statut. Ça s'est déjà fait il y a très longtemps en Égypte, juste avant le culte d'Aton. Donc c'est un mauvais moment. On n'en sait tout à fait rien puisque c'est le résultat qui compte. Mais c'est un moment à passer, c'est le moment de la religion de Gaïa et de l'écologie. Oui, mais enfin, on peut. Vous êtes d'accord, Christophe, qu'on peut quand même opposer un certain nombre d'arguments. Mais je dis que M. Herlin et d'autres sont rationnels, eux. Mais vous pensez que la magie est quand même plus forte, c'est ça? D'accord. Mais vous savez, l'être humain. C'est un animal qui a besoin de croire. Oui, mais on peut croire dans beaucoup de choses. Peut-être on peut avoir un mixte de croyances, on en parlera. Philippe Herlin. C'est vrai que sur ces sujets-là, on est souvent dans le domaine de la religion, de la foi, de l'anathème, et c'est un peu difficile de discuter, spécialement en France. C'est pas le cas de tous les pays, malheureusement. Mais moi, je considère qu'il faut justement rester sur le terrain rationnel. Je vais pas créer une autre religion pour combattre cette religion, parce que sinon on n'en sort plus, quoi. Donc, il faut rester sur le terrain de la rationalité. Mais moi, je déplore que les économistes en général ne s'intéressent pas du tout à la question et n'ont aucun regard critique sur cette réalité du réchauffement climatique anthropique, quoi. Voilà. Et il part du principe que c'est vrai sans se poser de questions. Oui, et ce qui fait qu'on manque de discours alternatifs, de discours critiques dans le domaine économique. Et je le déplore, quoi.
Oui, Christophe. Oui, messieurs, attention. Hein. Voilà. Non, mais on est bien d'accord. Je sais, on voit très bien où vous êtes aussi. Non, le problème, c'est toujours pareil, effectivement. Depuis l'Égypte ancienne, mais même avant, et ça continue, à un moment donné, sort des religions avec leurs petits prophètes, leurs gourous, etc. Maintenant, vous savez, il y a quelque chose de formidable quand même à un moment donné, ça s'appelle le réel. Et quand le réel frappe à la porte, eh ben, il amène un certain nombre, justement, de faits sur lesquels, peut-être à un moment donné, avec tous les dégâts que ça apporte, il sera difficile de transiger. En tout cas, on peut l'espérer. Merci Christophe de nous avoir appelé en direct sur Sud Radio, et on file maintenant à Versailles puisque Patrice nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Patrice. Oui, bonjour à tous les deux, et encore une fois, merci à André pour tout le travail qu'il fait, merci à M. Erlin. Moi, je suis historien, et je vous invite à relire Jean Delumeau, l'historien de la peur. Jean Delumeau, oui, Jean Delumeau, bien sûr, oui. Il a montré comment, à la fin du Moyen-Âge, est née, et malheureusement a sévi, une théologie de la peur. Comment l'Église, à cette époque-là, a créé la peur du diable, a bien sûr brûlé sorciers et sorcières, et a inventé des peurs qui n'étaient pas les peurs du quotidien, les peurs qui faisaient trembler le peuple. Hein. On ne tremblait pas devant le diable. Eh bien, je pense que c'est exactement aujourd'hui la même chose. C'est-à-dire que l'on a de nouvelles théologies de la peur, absolument pas rationnelles, comme le disait l'intervenant tout à l'heure. Oui, Christophe, théologies sont capables, bien entendu, de condamner au bûcher tous ceux qui ne pensent pas de la même manière. C'est la peur de cette malheureuse pandémie, c'est la peur... vous l'avez bien dit, de ce réchauffement climatique qui, s'il existe, ne semble pas anthropique. Enfin, quand on regarde l'histoire, ça prête à sourire. Mais malheureusement, le rationnel est du côté de M. Erlin, du côté d'André, mais le rationnel n'est pas dans cette presse, dans ces médias contre lesquels il faut se battre. Il me rappelle les inquisiteurs. C'est totalement de l'irrationnel, une nouvelle religion avec Greta Thunberg comme nouvelle sainte. Vous menez un magnifique combat, continuez, la vérité de votre côté, mais c'est comme pour le pass sanitaire économique, quand je pense qu'il est prouvé que le pass vaccinal favorise l'épidémie, que les vaccinés sont plus contaminants que les autres parce qu'ils ne prennent aucune précaution, qu'il faudrait l'interdire pour lutter contre la pandémie. Quand je pense mais vous savez, Patrice, je veux dire, on est tout à fait d'accord là-dessus, complètement. Le problème, c'est que toute l'histoire n'est marquée que de cela. Cette roulette russe, ces montagnes russes de l'histoire sont marquées par des moments où, vous savez, c'est le sommeil de la raison qui engendre les monstres. C'est pas nouveau, hein. C'est dit, et voilà. Et il y a des moments dans la vie, dans l'histoire, etc. Et voilà, il y a où sa raison s'endort, mais sortent effectivement tous les gourous, tous les faux prophètes, et voilà. Et c'est vrai pour, écoutez, hein, on va pas remonter à Pol Pot, au Khmer, au nazisme, au stalinisme, au communisme, à tout ce que vous voulez, au fascisme et autres. Il y a à un moment donné des choses qui s'impliquent, mais justement, notre boulot à nous, mais à tous, hein, le vôtre, celui de Philippe Erlin, des économistes ailleurs, le boulot, c'est de dire, écoutez, on déboulonne, justement. C'est ça le boulot. On déboulonne les statuts. Vous êtes bien seul. Voilà. Oh, écoutez, il y en a d'autres. Mais en tout cas, merci de votre soutien. Merci à vous, André, et merci à M. Erlin. Merci Patrice, merci. On se retrouve dans un instant avec Philippe Erlin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette étude, Cancel Économie, pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique. À tout de suite. 13h44 sur Sud Radio, pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique. On continue d'en parler avec Philippe Erlin qui est notre invité, et on file au standard avec Yvette qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Yvette. Oui, bonjour Yvette.
Bonjour à tout le monde. Voilà, je vais juste faire un tout petit aparté avant de poser ma question. J'ai entendu madame, je ne sais pas comment ça s'appelle, Pompili ou je ne sais pas quoi, proposer un chèque pour le carburant. Oui, un chèque énergie, oui. Voilà, je trouve que c'est une aberration. Il faudrait mieux baisser les taxes parce que tous ceux qui nous livrent en camionnette, tous les routiers qui roulent, enfin tous ceux prennent du carburant, ils vont reporter les prix de leur consommation sur nos articles à nous. Donc ça va rien faire. Ça ferait baisser les taxes pour tout le monde, ça ferait mieux. Heureusement que dans 6 mois, elle sera au chômage, la dame. Hein. Enfin bon, ça c'est un aparté. Donc voilà, je voulais dire au monsieur, il y a eu un projet qui s'appelait le projet Desertec. Hein. Il consistait à faire une immense usine d'énergie solaire dans le désert du Sahara. Je ne sais pas s'il en a entendu parler. Et cette usine qui devait être installée sur des milliers de kilomètres dans le Sahara, il disait que le désert de notre planète reçoit dans 6 heures plus d'énergie solaire qu'en consomme l'humanité en toute une année. Et normalement, il y avait 20 multinationales allemandes, qui devaient participer, et d'autres sociétés internationales. La mise en place coûterait 400 milliards. Pourquoi ils ne l'ont pas fait si c'était un truc formidable comme ça, grâce au solaire? Écoutez, alors 400 milliards, ça fait beaucoup. Hein. Et 400 milliards, tous les pays auraient donné. Hein. Oui. Non, c'est pas rentable parce que l'électricité, elle se transporte mal, donc elle n'aura pu être diffusée qu'auprès des pays africains ou du Maghreb. Mais pas en Europe, en Asie. Mais on ne peut pas l'envoyer en Europe ou en Asie parce que l'électricité, ça ne se transporte pas. Donc 400 milliards, à ce moment-là, c'est impossible à rentabiliser. Ouais. Donc c'est un projet qui n'est pas sérieux. Vous voulez dire que l'électricité ne peut pas être transportée, c'est ça? Pas sur des très très longues distances. On ne peut pas produire au Sahara et envoyer de l'électricité en Asie, quoi. Ça c'est clair, quoi. Donc, il disait que c'était possible sur l'article, le docteur Gérard Knight. Oui, mais enfin, vous savez, oui, voilà. Et il faut calculer le coût du transport. 400 milliards, c'est bien si vous pouvez vendre dans le monde entier. Si on peut vendre dans le monde entier, c'est pas rentable. Voilà. Mais pour revenir sur le chèque énergie, ça c'est là où on voit la duplicité des gens qui sont les promoteurs de la transition énergétique, comme Barbara Pompili ou Yannick Jadot. C'est-à-dire que, en fait, le fait que l'énergie fossile augmente, c'est normal et c'est ce qu'ils veulent. Parce que l'objectif, c'est obliger les gens à abandonner leur moteur thermique pour aller vers une voiture électrique. Mais là, le fait qu'ils proposent, que Yannick Jadot propose un chèque de 400 € pour compenser une partie de la hausse de l'électricité, ça veut dire concrètement qu'ils subventionnent les énergies fossiles. Parce que c'est de l'argent qui va. Et donc là, il rentre en contradiction totale avec tout son programme électoral, mais on voit la duplicité de cette proposition, parce que ça veut dire qu'il fait ça parce qu'on est en campagne électorale et qu'il ne veut pas se couper de gens. Voilà. N'oubliez jamais Tartuffe, il est avec le ciel des accommodements. Voilà. Oui, parce que quand même, c'est pas rationnel ce qui est dit, puisque je vous dis, les routiers prennent bien du carburant, ceux qui nous livrent en estafette, là, ils prennent du carburant, tout le monde prend du carburant. Alors s'ils donnent un chèque à certains, non, il faut baisser les taxes, c'est tout. Ah, ils sont... les taxes, oui, mais ils n'ont pas envie de baisser les taxes, c'est tout le problème. Vivement qu'on en change et qu'ils soient tous au chômage, ces gens-là, et qu'on ait quelqu'un de plus cohérent. Hein. Oh là là. Écoutez, on verra bien. Allez-y, monsieur Berkoff. Je vais vous dire, il faut aller voter d'abord. Moi, je suis pour le vote obligatoire. Je vais y aller. Absolument. Allez-y, vous avez raison, votez pour qui vous avez envie. Et si il y a quelqu'un qui ne vous satisfait pas, votez pour le moins pire. Il y a toujours des moins pires. Ah oui, il y a toujours des moins pires. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous, surtout à vous. Merci Yvette d'avoir passé votre message. Vous nous appelez de Perpignan et nous filons tout de suite au standard avec Mathieu qui nous appelle cette fois-ci de Clermont-Ferrand. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Mathieu. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Oui, parfait. Bonjour André, bonjour Philippe. Merci à tous les deux pour cette émission très intéressante, comme d'habitude. Alors j'ai une question pour Philippe Erlin. J'ai lu votre rapport ce matin avec beaucoup d'intérêt. Alors je suis pas de nature pessimiste en général, mais là pour le coup je suis très pessimiste sur cette question de la transition. Je pense que pour comprendre un peu ce qui se passe, ce qui est le plus important de manière générale, c'est de comprendre les incitations auxquelles les individus sont soumis. Et il y a une chose qui apparaît clairement dans votre rapport en filigrane, c'est le pouvoir absolument inouï que cette transition énergétique permet au gouvernement de tous bords et de tout pays d'obtenir. Je ne vois pas aujourd'hui quel est l'intérêt pour un politique de se positionner contre ça. Alors que je sais qu'en off, il y en a beaucoup qui ne croient pas à cet alarmisme, voire même pour certains qui ne croient pas du tout au lien CO2 température, mais ils ont tellement plus à gagner à faire semblant d'y croire qu'à dire ce qu'ils pensent, que je ne vois pas très bien comment on peut en sortir. D'autant plus qu'effectivement... À gagner au niveau du pouvoir, Mathieu, c'est ça? Exactement. Au niveau du pouvoir. Par ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, André, effectivement, à un moment, le réel s'imposera.
Ça, c'est certain. La peur que j'ai, moi, c'est que lorsque ce sera le cas, ce sera trop tard. Parce qu'on aura potentiellement détruit notre appareil industriel, qu'on sera capable de faire illusion pendant quelques années avec des politiques budgétaires absolument folles, elles-mêmes soutenues par des politiques monétaires tout aussi folles, et en plus de ça, une propagande absolument inouïe à tous les étages de la société. Moi, je le vois, j'ai un enfant à l'école. La lecture, l'écriture, tout ça, ça passe au second plan. Ce qui est important, c'est l'écologie, le réchauffement, etc. Donc je ne vois pas vraiment comment on peut en sortir. Donc moi, j'en appelle à Monsieur Herrlin pour savoir si, potentiellement, il aurait une source d'optimisme qui, moi, m'aurait échappé. Voilà. Alors, très intéressant, parce que la conclusion du rapport, justement, et c'est la question qu'on pose, un coup d'arrêt est-il possible? Parce qu'effectivement, ce que dit Mathieu, c'est vrai qu'on se demande s'il n'est pas déjà trop tard. Non, puisque dit Mathieu, il pose le doigt sur le point fondamental. Pourquoi la transition énergétique a autant de pouvoir, autant d'influence sur les politiques? Justement parce que ça leur donne du pouvoir. C'est un prétexte qui leur permet d'étendre le pouvoir de l'État, de la bureaucratie, de la fiscalité sur toute la société. Et quand vous contrôlez la façon dont les gens habitent leur logement, dont ils se déplacent, quand vous contrôlez toute l'économie pour des raisons de CO2, quand vous contrôlez le carbone, vous contrôlez la vie, comme dit un scientifique, justement. Et donc, c'est un prétexte en or massif pour que l'État puisse intervenir partout. C'est pour ça que ça a eu succès en France, sur tout bord politique, de Marine Le Pen à Mélenchon, en passant par Macron, en passant par LR. Ils sont tous favorables, enfin ils croient tous, en tout cas en apparence, au réchauffement climatique, parce que ça leur donne le prétexte pour pouvoir intervenir encore plus dans la vie des gens, pour tout contrôler. L'intervention de l'État sera d'autant plus forte. Quoi. La lutte contre le réchauffement implique d'inciter, de contrôler, d'obliger, de contraindre les gens à rouler en électrique, à abandonner leur moteur thermique, à changer leur façon d'habiter, etc., leur déplacement, à supprimer la maison individuelle, on en parlait tout à l'heure, ça répond à cette logique-là, parce que la maison individuelle, de façon énergétique, ça consomme plus qu'une cage à lapin dans laquelle on entasse les gens. En fait, c'est incroyable, c'est la rationalisation absolue et mondiale. En fait, on doit être dans les purs, dans le modèle, dans le tableau Excel. Puis c'est une forme d'étatisme qui a une nouvelle forme, qui a toujours un même objectif que des étatismes qui étaient plus brutaux et plus direct dans le premier XXe siècle, mais l'objectif est toujours le même. Là, c'est plus subtil, c'est plus incitatif, c'est plus soft, mais le résultat, c'est que nos libertés vont se perdre. Alors, c'est pour ça que la réponse qu'on peut apporter à ça, c'est qu'il faut... Le coup d'arrêt, c'est qu'il faut défendre nos libertés, il faut réaffirmer nos libertés, parce qu'il faut comprendre que ce qu'a fait la grandeur de l'Occident, ce qui a permis à l'Occident de se développer économiquement, scientifiquement, artistiquement, c'est la liberté individuelle, Et c'est ça qu'il faut défendre, qu'il faut s'attacher à défendre, parce que si on le perd, on perdra notre prospérité et on perdra nos libertés. Et ça, c'est fondamental. Donc, la réponse à ça, c'est défendant nos libertés, notre prospérité, en comprenant que ce qu'on nous propose comme transition énergétique, c'est quelque chose qui va nous appauvrir. Mais alors, un peu de philosophie, monsieur l'économiste. Oui, mais liberté, mais il faut aussi un peu de collectif. On l'a suffisamment dit, et pas totalement à tort, qu'il y a eu un individualisme forcené qui a fait perdre, ou un communautarisme forcené aussi, qui a fait perdre un peu le sentiment du bien collectif. Il y a quand même un bien collectif qui est important. Bien collectif est important, mais ça ne doit pas résulter de gouvernants. D'une pression, d'une pression qui vient d'en haut. C'est quelque chose qui se décide au niveau des peuples. Ça s'appelle la démocratie. La démocratie, elle peut s'imposer des règles, évidemment, mais qui sont votées, qui peuvent être remises en cause ensuite. Et donc de ce côté-là, oui. Le citoyen que vous êtes serait pour un référendum sur la transition énergétique ? Oui, parce que d'ailleurs, Emmanuel Macron en avait parlé le 14 juillet 2020. Il avait dit qu'il ferait un référendum. Moi, j'étais très content parce que je me suis dit, enfin, on va pouvoir mettre ces sujets-là sur le tapis, on va pouvoir en débattre. Et puis finalement, c'est tombé à l'eau. Je le regrette, mais il faudrait... on peut imaginer un référendum. Moi, de toute façon, je suis favorable au référendum d'initiative populaire, donc les gens pourraient aussi le faire d'eux-mêmes. En parler. Mais voilà. On prend un dernier auditeur. Tout à fait, on remercie Mathieu qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Guy qui nous appelle de Paris. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonjour M. Herrlin, bonjour M. Berkoff, bonjour aux éditeurs et auditeurs. Merci Sud Radio pour ces belles émissions. Je voudrais déjà commencer par parler du contrat éolienne. Oui. C'est un fourvoiement phénoménal.
qui est prévu nous sommes en train, dans nos factures d'électricité, en fait, de payer des indemnités concernant ce contrat avec les éoliennes auprès des fabricants et des fournisseurs. Ça, c'est une première chose, c'est une première escroquerie. Allez-y, Guy, parce qu'on a peu de temps, mais allez-y. Très bien. Ensuite, une véritable démocratie ne se met en place que par l'éducation. Ouais. L'éducation qui doit sensibiliser chaque personne au bien de la communauté et à son bien à elle-même. Ça signifie que les libertés ont des limites. Je m'explique. On a la possibilité de diminuer notre consommation d'énergie en faisant des économies sur les appareils électriques dont nous n'avons pas besoin. Un restaurant a besoin d'un percolateur, d'un moulin électrique. Un café, je le comprends. Mais est-ce que dans une famille, on a besoin d'un moulin à café électrique? Est-ce qu'on a besoin d'un coupe-jambon électrique? Est-ce qu'on a besoin d'un moulin à légumes électrique? Est-ce qu'on a besoin aussi au niveau des entreprises d'avoir toute cette publicité qui est éclairée toute la nuit? Moi, je dis 22 heures, ça doit, tous les panneaux lumineux de publicité, ces grands éclairages doivent être éteints pour économiser l'électricité. Et parce qu'il y a de plus en plus d'appareils électriques qui sont mis sur le marché, patinettes électriques, vélos électriques, scooters électriques, très bien. Mais il s'agit de pouvoir fournir. À un moment donné, nous allons passer par un maximum. Oui, bien sûr. Ça. Et ensuite, il y a utilisé dans chaque région, les sources d'énergie ne sont pas les mêmes. J'ai entendu ce monsieur parler du Massif central, c'est très exact, c'est vrai. C'est très vrai. Mais vous avez aussi en Bretagne, avec ce gros problème de l'algue verte et des épanchements venant des élevages de porcs, il y a la possibilité, ça a été étudié, de fabriquer un énorme composteur qui le pourrissement de tous ces... C'est le mix, enfin ce que vous dites Mathieu, juste, c'est le mix énergétique. Le mix énergétique est très important. Je crois qu'on a essayé de faire un inventaire, on reparlera et avec Philippe Herlin de cela, on a beaucoup de choses à dire. Mais en attendant, lisez ce rapport pour ceux qui ne l'ont pas lu. Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique, sur le site de Thomas More, de l'Institut Thomas More. C'est très important et encore une fois, nous, on va continuer à avoir question à tout. Merci beaucoup Guy, merci Philippe Herlin d'avoir été notre invité. Donc je rappelle, vous êtes l'auteur de cette étude Cancel Économie, pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique. Nous André, on se retrouve demain avec Chantal Delsol, elle est auteure de La fin de la chrétienté. Tout de suite c'est Brigitte là jusqu'à 16h.